l'utilisateur, de gérer sa navigation. Il y a plein de choses qu'on faisait plusieurs fois et surtout pour tous les sites web. Et c'est que maintenant, ça c'est implémenté par le framework. Et c'est implémenté de telle façon que en fait c'est des notions de service, donc la partie haute. Vous avez souvent des repositories où je vais stocker mes données et au milieu on va avoir des providers. Dans le framework, vous aurez des implémentations de base de ces providers sur SQL Server, sur Access ou parfois même sur des fichiers XML, ça dépendra des providers. Et l'idée c'est que vous pourrez développer vos propres providers pour évidemment coller à vos problématiques de vos projets industriels. Ça, c'est des notions de service. On dit, ouais, c'est intéressant, on a donc des services qui vont nous faciliter le développement d'applications web. Et au-dessus de ces services, on va avoir une couche de présentation qui vont travailler sur ces services. Typiquement, on va avoir des contrôles de très haut niveau qui vont directement travailler sur ces services. Et ça, on les verra au cours de cette présentation. On va avoir des contrôles, typiquement, de créer un utilisateur, des contrôles pour se connecter à notre site web, qui sont déjà tout faits et qui vont travailler sur ces services. Une notion un petit peu nouvelle aussi, c'est la partie centrale, c'est la notion de master page, on va appeler ça des modèles de page. Souvent, des applications web, quand on va parcourir de page en page, on reste sur un même modèle, et l'idée c'est qu'on va pouvoir créer son modèle et en hériter quand on va créer différentes pages de notre site, on le verra dans les démonstrations. On verra aussi qu'on va pouvoir appliquer des thèmes et des skins sur son site web, et on verra que le framework supporte ce mécanisme de thèmes et de skins. Et on verra aussi de grosses nouveautés liées aussi à l'internationalisation pour avoir des sites dans plusieurs langues. Beaucoup de nouveautés aussi liées à Visual Studio, qu'on verra aussi dans la première démonstration. Alors, tout ce qui est des étoiles, c'est ce qu'on verra en démonstration aujourd'hui, et tout ce qui est avec la petite note de musique, c'est ce que vous pourrez voir en démonstration, en e-démo, donc disponible, je dirais, un petit peu offline, en dehors de cette session, mais sachez qu'il y a plus de démos sur Internet de ce qu'on va vous faire aujourd'hui, parce que Eric ne m'a donné qu'une heure pour vous parler d'ASP.NET V2, qui est vraiment très très riche. Première nouveauté qu'on va vous montrer, c'est les nouveautés liées à l'outil de développement pour développer des applications web, donc liées à Visual Studio 2005. Alors, deux, trois petites choses importantes. La première chose, c'est que maintenant, un projet web n'a plus besoin forcément d'un serveur IIS. On va pouvoir travailler sur un répertoire local. Et comment il va pouvoir exécuter son application web? Il va pouvoir l'exécuter avec un serveur web qui sera intégré. Alors, pour ceux qui connaissaient Webmatrix, il utilisait Cassini, c'était un mini serveur web qui permettait d'exécuter son application web. Et bien là, Cassini est maintenant présent dans Visual Studio 2005. D'accord? Beaucoup de choses liées aussi à la présentation HTML. Pierre nous fera cette démonstration. Sur la présentation HTML pour pas justement que les balises HTML soient modifiées quand on passe du mode design au mode HTML. Vous le verrez, ou ceux qui l'ont subi dans la version précédente. Je pense que vous apprécierez cette nouveauté. Et aussi l'IntelliSense qu'on va avoir partout, et dans la partie HTML, et dans la partie du code behind. Et on va voir ça en démo avec Pierre. Bien. Alors, je vais vous montrer ça. Ça va commencer par une démo tout à fait classique. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on aurait fait avec les versions précédentes. Donc, je vais créer un nouveau site. Alors, ce nouveau site, il a une petite différence par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire. Ici, je peux choisir de travailler indifféremment sur un site distant, directement, en FTP ou en HTTP, ou bien, c'est la petite nouveauté, directement sur le file system. Donc, je vais prendre un site complètement vide, choisir ici mon langage, et on est parti pour se retrouver avec, pas grand-chose, j'ai juste un répertoire vide qui a été créé sur mon file system, et pour l'instant, il n'y a rien dans mon appli. Dans cette application, je vais commencer là aussi de façon très classique, je vais rajouter une nouvelle page. Alors, première nouveauté qui devrait vous intéresser, cette nouvelle page ici, je peux à nouveau choisir son langage. Ça veut dire quelque chose de très intéressant, c'est que vous êtes capable de reprendre et de mélanger les langages dans un même site. Alors, vous n'allez pas le faire sur les pages, a priori, mais parfois on a envie de reprendre les user controls qui ont été développés dans un autre site, dans un autre langage, et là, vous allez pouvoir directement les réintégrer au sein du site principal sans difficulté. L'autre possibilité ici intéressante, c'est de choisir d'avoir sa page dans un seul fichier avec son code, ou bien dans deux fichiers distincts, comme on avait dans la version précédente de Visual Studio. Donc voilà ma première page qui arrive. Alors elle va apparaître directement en mode HTML par défaut, ça aussi vous pouvez le reconfigurer, dire que vous préféreriez travailler directement en mode design. Mais ce que j'ai envie de vous montrer ici tout de suite, c'est ce que disait Pierre à l'instant sur toutes les parties IntelliSense. Vous voyez apparaître en permanence une aide complète sur toutes les balises, sur tout le code, sur tous les éléments qu'on peut avoir envie de manipuler dans une page. Alors cette aide, elle est un petit peu effarante parce qu'ici on a beaucoup trop de propriétés. Il s'agit de la partie IE6. Il vous suffit ici de revenir pour aller prendre un autre schéma et puis vous aurez moins d'éléments. On va à chaque fois s'adapter.
Et vous pouvez vraiment spécifier et vous adapter à la cible que vous avez envisagée. Deuxième petite chose, je vais passer en mode design, et puis on va retrouver ici une boîte d'outils qui est beaucoup plus complète, beaucoup plus riche que la version précédente. Et dedans, je vais retrouver les éléments classiques. Donc je vais commencer par une textbox, par exemple. Cette textbox ici, si je repasse ici en mode source, une chose intéressante, on vous positionne automatiquement sur l'élément sélectionné. Donc vous avez une grosse page, c'est très facile de retrouver les éléments qu'on veut manipuler. Deuxième petite chose agréable, c'est que vous pouvez très facilement ici aussi réintégrer, par exemple un bouton, directement quand vous êtes dans ce mode source, si c'est plutôt votre façon de travailler. Voilà, donc maintenant je vais faire quelque chose qui va vous faire frémir, parce que c'est ce qui pose pas mal de problèmes en général. Je vais reformater un bloc de HTML. Donc ça c'est toujours un gros problème, parce que chacun a ses façons de travailler. Dans Visual Studio maintenant, vous pourrez très facilement expliquer comment vous voulez formater le code HTML, et lui dire d'ailleurs de ne pas le formater si vous le préférez. Donc vous pouvez le faire balise par balise, vous avez l'intégralité des balises qui est accessible, aussi bien balise ASP.NET que balise HTML, et à chaque fois vous allez pouvoir préciser exactement quel type de mise en forme vous souhaitez. Si vous créez vos propres balises ou si vous créez vos propres contrôles, vous pouvez là aussi les ajouter et avoir votre formatage appliqué systématiquement. Donc voilà pour ma première page, elle n'est pas bien grosse, je vais la sauver et puis la tester. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas familiers de ce mode de fonctionnement d'ASP.NET, vous voyez qu'ici, effectivement, ce n'est pas des balises HTML classiques, mais lors du rendu, toujours pas d'inquiétude, vous retrouvez classiquement avec des inputs du HTML standard, ce qu'on avait précisé. En fait, parce que je vois que tu as même un autre type en XHTML. Oui, alors ça c'est une petite nouveauté également, Visual Studio s'adapte, et maintenant vous avez un mode de rendu XHTML chaque fois que vous le désirez, donc toutes les balises sont refermées proprement, ça va permettre de travailler sur des parseurs, de stocker en base, pas mal d'éléments nouveaux. Bon, ma page pour l'instant elle fait rien, donc je vais rajouter à nouveau des choses très simples. Je vais aller double-cliquer ici sur mon bouton pour afficher quelque chose dans le textbox. Pareil, l'IntelliSense se lance immédiatement. Donc c'est ta ligne de code ça. C'est ma ligne de code, tout à fait. DevDays Paris. Voilà, et là je voudrais vous montrer quelque chose de très important. Je ne touche plus à rien, je me contente de sauver ma page, il n'y a pas d'étape de compilation, je ne referme pas mon navigateur et je clique ici sur le bouton. Et automatiquement, la compilation s'est faite directement sur le serveur et je peux tester directement ma page. Ça veut dire que lorsque vous travaillez à plusieurs sur un site et que l'un d'entre vous a une page qui ne compile pas, il ne bloque pas le travail des autres. Ça veut également dire que quand vous êtes en phase de débugage et que vous voulez comprendre ce qui se passe, vous avez une vitesse accrue qui vous permet très rapidement de reprendre les différents éléments. Donc voilà un petit peu une petite découverte. J'essaierai de ne pas refermer une seule fois IE du début jusqu'à la fin de la session. C'est pas facile parce qu'on a pris les réflexes, mais je pense qu'on s'en tirera comme ça. Très bien. Alors, ça c'était pour la partie purement découverte de l'interface utilisateur, comment est-ce qu'on va manipuler en tant que développeur. Il y a de grandes nouveautés aussi sur toute la partie base de données. Alors ces nouveautés, il y a deux gros piliers qu'on va voir ensemble. Le premier, c'est l'apparition de sources de données hiérarchiques. Donc jusqu'ici, vous aviez toujours des tables, des sélections, des requêtes, etc. Mais c'était systématiquement des données tabulaires que vous saviez afficher automatiquement dans une application ASP.NET. À partir de la version 2, vous êtes capable de faire ça sur des données structurées. Donc ça peut être du XML, ça peut être un file system, ça peut être Exchange, ça peut être ce que vous voulez. On aura des moyens de manipuler facilement. L'autre grande nouveauté, c'est le data binding classique, celui qui est tabulaire. Aujourd'hui, on le récupère avec deux modes de fonctionnement distincts. Bien sûr, on sait toujours afficher sur l'interface utilisateur une source de données qui vient d'une base, par exemple, mais on sait aussi faire le retour automatiquement. Donc les modifications qui sont faites par l'utilisateur sur sa page vont retourner directement jusqu'à la base de données, au lieu de vous demander une dizaine de lignes de code pour le faire. Bon, pas mal de petits nouveaux contrôles qui vont arriver, on va les découvrir ensemble. Un data grid qui a été réamélioré, qui est très automatisé. Une fiche détail, ça c'est un truc très intéressant, ça va vous permettre d'avoir une ligne de votre table qui arrive directement dans un formulaire complet, donc on n'a pas besoin de le faire soi-même, et puis ça découvre automatiquement la structure de la ligne. Des petites nouveautés sur la gestion du cache, on en parlera un petit peu cet après-midi sur la partie SQL Server 2005. Et puis, vous voyez simplement en bas des simplifications aussi lorsque vous codez. Donc, vous voyez l'expression de data binding classique qu'on avait en ASP.NET 1.1, pas très compliquée. Et vous voyez celle qu'on a maintenant en 2.0, elle est beaucoup plus courte, c'est simplement eval. Et si vous voulez profiter du mode bidirectionnel, donc le retour jusqu'à la base ou jusqu'à une source de données, c'est simplement une autre expression qui est eval. Alors, je vous avais dit du hiérarchique et du tabulaire, c'est ce que vous avez sous les yeux maintenant. Le parent de tous les contrôles data bindés a deux
fils distincts, un qui s'occupe de données tabulaires que vous connaissiez déjà, et puis dedans vous retrouvez la plupart des éléments que vous manipuliez, et puis un deuxième qui vous permet d'afficher des menus, des arbres, etc., etc. Là aussi, vous pouvez très facilement créer vous-même à la fois vos sources de données hiérarchiques, une interface à implémenter qui est relativement courte, ou bien vos contrôles d'affichage hiérarchique, et là aussi, la recette est simple, c'est quelque chose de très facile à mettre en œuvre. Pas le plus simple, c'est qu'on voit Pierre à l'œuvre là-dessus. Voilà, donc on va faire une petite démonstration d'un accès à une base de données. Alors c'est une vidéo que je préfère parce que là ça reflète bien le fait qu'on va supprimer le code de plus de 70% puisque je vais accéder à une base de données et on va essayer de le faire en utilisant la partie vraiment design de Visual Studio. Donc là j'ai un accès à ma base de données, donc j'ai dans mon Solution Explorer, j'ai ma table pub avec ma base pub avec ma table auteur et ce qu'on fait c'est qu'on va faire un drag and drop de ma table auteur sur un page SPX. Ça c'est bien pour le démo aussi. Alors, effectivement, donc ce qui va se passer ici, c'est que j'ai ma fameuse data view qui apparaît avec un nouveau contrôle, le SQL Data Source. Alors, ce SQL Data Source, c'est quoi? C'est un contrôle qui fait tout. Il fait la connexion à la base, il fait le requêtage à la base et il fait le binding. Le problème, comme disait Pierre, ça ne fait pas trop parce que classiquement, vous avez déjà beaucoup d'accès données. Vous avez déjà écrit ce code et puis il fait des choses intelligentes. C'est pas simplement aller chercher en base. Donc ces couches techniques que vous avez écrites, qui sont du code, on aimerait pouvoir les câbler au lieu d'utiliser un aller-retour direct à la base, qui encore une fois est très bien sur scène, mais dans la vie courante, vous aurez souvent des besoins plus complexes. J'arrête ma démo là. Ben vas-y, trouve une solution. Alors j'ai une petite solution. Alors là par contre, il y aura un petit peu de code, parce que je vais importer cette fois-ci une couche d'accès aux données. Donc, hop, je vais juste l'importer dans ma solution. Alors par contre là, il y a un petit peu de code, mais l'idée ça peut avoir été écrit pour une application Windows par exemple. Et je vais essayer de l'utiliser dans mon application, web. Donc on va rapidement la commenter ensemble. J'ai une classe pub, ici dans ma couche vraiment d'accès à ma base de données, avec une fonction getAllAuthor au pluriel, qui se connecte à la base de données avec un SQL connexion, qui fait le requêtage avec un SQL data adapter, une commande, et je récupère un dataset. D'accord, des choses très standards. J'ai la même chose pour faire un update sur l'auteur, où là je vais envoyer une requête d'update, c'est ici, une requête d'update à ma base. D'accord? Donc j'ai vraiment ma couche purement d'accès à la base de données. Ici, j'ai une couche qui est plus métier, où là je vais donc récupérer une liste d'auteurs. Et là, pour ceux qui ont bien suivi la session de tout à l'heure, je vais utiliser donc les génériques avec les listes. D'accord? Et donc getAllAuthor va m'appeler la pub getAllAuthor, donc mon dataset, et je vais créer une liste d'auteurs au singulier. Donc je vais parcourir mon dataset et créer une liste d'auteurs au singulier. Et c'est quoi un auteur au singulier? Eh bien, c'est simplement des accesseurs à mon nom, mon prénom, mon adresse, etc. etc. Donc j'ai vraiment une vue objet de mon auteur. Et l'idée, c'est de vous montrer comment utiliser justement cette couche dans ma page web et utiliser les fonctionnalités WYSIWYG qu'on a dans Visual Studio. Et pour ça, dans l'onglet Data, et ça c'est une nouveauté importante, au lieu d'avoir le SQL Data Source, le Access Data Source ou le Oracle Data Source ou quoi qu'est-ce, maintenant j'ai un object Data Source. Et l'object Data Source, comment il se paramètre? Et bien, donc toujours avec ces petites facilités de configuration dans Visual Studio, il va me demander sur quel objet je veux travailler. Et je vais lui demander de travailler sur l'objet auteur au pluriel. Il me dit très bien, objet auteur au pluriel, mais pour faire une sélection, pour ramener tous les auteurs, quelle fonction je dois appeler? Et bien, appelle la fonction getAllAuthor. Regardez que getAllAuthor envoie une liste générique d'auteurs au singulier. UpdateAuthor, pour lancer l'update, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller chercher la méthode UpdateAuthor qui prend en paramètre un auteur au singulier. D'accord? Donc là, j'ai vraiment une vision objet. Je vais terminer. Et je vais positionner une grid view sur cette page. Et cette grid view, je vais simplement la connecter à mon objet data source. D'accord? Et je vois directement les informations. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer le paging et activer le mode édition. Pourquoi il me propose d'activer le mode édition? Parce que j'ai configuré dans l'objet data source le fait que je pouvais en passer en édition. Si j'avais activé la suppression, j'aurais aussi la case à cocher pour pouvoir activer la suppression. Je vais simplement sauvegarder. Je vais passer à mon site web. Je vais simplement cliquer sur le bouton pour relancer la compilation et je vais voir apparaître, en toute logique, ici ma grille. Voilà, qui peut donc passer en mode édition. Je passe en mode édition, je vais rajouter ici un E à Johnson, lancer l'update, et ça fonctionne. Comment ça marche? Et c'est ça le binding bidirectionnel, c'est qu'en fait, la table a réussi à passer en mode édition, et quand j'ai lancé l'update, à remonter une instance d'un auteur au singulier, et pouvoir la passer à mon objet UpdateAuthor. D'accord? Et donc le binding bidirectionnel, il marche aussi bien sur des datasets, et aussi bien sur des objets.
D'accord? Ici, qui est un objet que j'avais défini moi-même, qui était l'objet auteur. Sauf que vous allez me dire, bon, c'est très bien, encore une fois, on est dans de la démonstration. Pourquoi? Parce que quand je passe en édition, ok, j'ai des textbox, c'est joli, mais j'ai pas toujours ça. La preuve ici, les États, pour choisir un État, comment faire? Je connais pas l'abréviation de tous les États des États-Unis. Donc j'aimerais bien plutôt avoir une jolie random list pour justement pouvoir choisir mon État. Très compliqué de le faire aujourd'hui, vous allez voir que maintenant c'est très simple. Je vais réduire ici, revenir en mode design, passer en mode édition des colonnes, et dire que ici, l'état, je vais le passer en mode template. Alors là maintenant vous fermez les yeux parce qu'il y a un petit bug dans cette version, puisqu'il m'a perdu le binding sur une des colonnes qui était contract. Voilà, c'est juste un petit bug, voilà. Donc là l'idée, j'ai passé donc une des colonnes en template, je vais pouvoir éditer cette table en mode template. Il me dit, ben voilà, il y a la colonne numéro 5 qui est en template, et je lui dis, ben dans l'édition, qu'est-ce que tu fais? Et ben dans l'édition, j'affiche une textbox. Je lui fais, non, je ne veux pas que tu affiches une textbox. Et je vais utiliser donc un autre object data source qui lui va aller se positionner sur alors, un autre objet qui ressemble tout à fait à hauteur, qui va me ramener en fait tous les États des États-Unis. Okay, fonction de sélection, ramène-moi tous les États, très bien. Et maintenant, je vais aller chercher une drop-down list que je vais positionner à cet endroit-là, que je vais brancher sur mon data source 2, qui me ramène tous mes États, data source 2. À l'affichage, je veux bien le nom, et je veux travailler sur le code, puisque, évidemment, dans la base auteur, je veux travailler sur le code. Très bien, il me reste une chose à faire, c'est gérer le fameux binding. Le binding, c'est quoi? C'est la valeur sélectionnée, je la branche sur quoi? Et là, il me propose tous les champs de ma data source 1, et je vais dire, c'est sur l'état. Et regardez bien, je suis en bind, c'est-à-dire que je suis en binding bidirectionnel. Je valide, je sors ici du mode template, je vais simplement sauvegarder ma page, revenir ici, passer en mode édition. Hop, j'ai un drop-down list, directement bindé sur Californie, c'était celui qui était sélectionné. Je vais sélectionner Colorado, je fais update, je suis bien Colorado. Ici. J'ai développé 0 ligne de code. Voilà. J'utilise donc le mode design qui est vraiment très très riche maintenant dans Visual Studio. Alors, d'autres nouveautés, les nouveautés liées maintenant à la partie un peu plus graphique, un peu plus sympa, même si c'était sympa la partie web, la partie base de données, c'est ce qu'on appelle les master pages. Alors les master pages c'est quoi? C'est des modèles de pages. Tout site web a besoin de travailler sur un ou plusieurs modèles. Et bien maintenant, graphiquement, je vais pouvoir définir mon modèle dans Visual Studio et créer une nouvelle page qui va hériter de ce modèle. Alors évidemment, on parle d'héritage, on parle d'objet, d'héritage graphique et évidemment aussi d'héritage fonctionnel. On va pouvoir appliquer des skins et des thèmes à des sites web, à des pages, à des contrôles, à des composants. On pourra demander de la fabrication de skins à des designers qu'on pourra réutiliser après dans toute l'application web puisque c'est quelque chose de générique. On le verra en démonstration avec Pierre tout de suite après. Plein de contrôles supplémentaires qui apparaissent. Certains liés à des services, rappelez-vous cette notion de service, d'autres liés à des choses qu'on fait souvent dans les applications web. Typiquement, faire un wizard aujourd'hui dans une application web, c'est compliqué, il faut faire plusieurs pages ou alors il faut faire des panels. Là, il y a un contrôle de wizard, on le verra tout à l'heure, ce contrôle de wizard pour créer un utilisateur. Première implémentation d'un service qu'on va vous montrer, c'est le service de navigation. Encore une fois, je me répète, tout site web a besoin de gérer de la navigation, et bien sachez que ce service de navigation existe. Il y a des contrôles de haut niveau qui savent travailler sur ce service de navigation, typiquement un preview, un menu, et même un sitemap pour savoir où est-ce que vous êtes dans votre navigation. Petite démonstration? Oui, on va regarder ça ensemble. Donc je repars toujours de l'application, on ne va pas changer pendant la démo. Et ici, je voudrais commencer par m'occuper un petit peu de l'habillage de mon site. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fréquemment demandé. J'aimerais bien avoir ici un modèle de page que je puisse appliquer de façon systématique à toutes les pages de mon site. Donc ce modèle, c'est pareil, je peux choisir ici son langage, je peux choisir de l'avoir en 1 ou en 2 fichiers. Donc je vais le créer tel quel. Et qu'est-ce que c'est ce modèle? On va regarder un mode design et vous allez tout de suite comprendre à quoi ça correspond. Vous avez ici une zone qui sera la zone où les pages vont physiquement travailler, donc c'est vous qui y recodez, et puis autour vous avez l'habillage qui sera valide pour toutes les pages que vous allez mettre sur le site. Donc on y va. Ici je vais mettre un petit bout d'habillage. On peut faire plus que de l'habillage, c'est également une zone où on a du code, donc on parlait de navigation, tout de suite je vais envisager d'avoir la navigation là-dessus aussi, donc je vais mettre un petit contrôle de menu. Alors ça vous allez les trouver, tout ça est organisé, donc vous avez ici toute la partie navigation, et je vais prendre un simple menu. Alors un menu c'est quoi? C'est pas du tout quelque chose qui est spécifiquement conçu pour la navigation, ça prend n'importe quelle source de données hiérarchique,
Donc ici, comme d'habitude, je vais lui dire donne-moi un petit coup de main. Je voudrais choisir ma source de données ici. J'en ai pas encore déclaré sur la page, je peux le faire tout de suite. Et là, vous allez trouver deux possibilités en standard, mais vous pouvez créer les vôtres. Soit un fichier XML entièrement classique, soit un fichier XML un petit peu particulier qui représente le plan de mon site. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais peut-être rajouter également justement ce panneau du site. Donc on y va, ça s'appelle une sitemap. Une sitemap c'est quoi? C'est un fichier XML dans lequel vous avez tout un ensemble de navigation que vous représentez. Vous donnez à chaque fois l'URL, le titre et puis tous les enfants. Donc ça peut boucler, vous faites ce que vous voulez avec ça. Bon, on va en prendre un qui est un peu plus sophistiqué que ça. Donc ici je m'en suis préparé une. Voilà. Et puis dedans, je vais créer une page default 2 et une page ressources, simplement pour voir comment fonctionne cette navigation. Donc on y va. Cette création, elle n'est pas très compliquée. Il suffit de dire que je veux nouvelle forme, donc default 2. Je vais dire ce coup-ci, attention, je veux sélectionner une master page. Donc je veux être associé justement à un de ces modèles. On me demande naturellement lequel. Donc là, j'en ai qu'un, donc c'est assez vite fait. Et je vais me retrouver avec cette première page default 2. Alors elle est pas bien grosse, c'est normal, parce que tout l'habillage a été pris en charge directement par la master page. Et du coup, en design, lorsque vous allez la manipuler, vous allez découvrir tout de suite une preview de la page telle qu'elle sera, plus la zone de travail. Ici, ça va s'appeler page 2. Je vais faire la même chose pour ma petite page de ressources. Donc, toujours une autre forme ici. Ça va s'appeler ressources. Voilà. Et cette page de ressources, ça sera ressources en téléchargement. Je ne sais pas ce qu'on fera particulier dessus, mais ce n'est pas très important. Voilà. Donc j'ai presque terminé. On va tester ensemble la navigation là-dessus. Alors le menu, vous vous doutez qu'il va fonctionner. J'aimerais faire un peu plus que ça. Je peux déjà vous le montrer, marquer, c'est pas bien long. Ici, si je passe sur default 2 par exemple, automatiquement je vais me retrouver avec tout mon habillage de page, qui n'est pas bien joli, on va améliorer ça tout à l'heure. Et puis, vous voyez ici mon petit menu qui arrive et qui me permet déjà de naviguer. Alors la deuxième chose qu'on demande assez souvent, c'est de pouvoir s'y retrouver un petit peu dans cette navigation. Donc je vais retourner simplement ici dans mon modèle de page, et puis je vais rajouter un petit fil d'Ariane pour comprendre où je suis dans le site. Il y a un autre contrôle standard, il suffit de le rajouter, il va automatiquement retrouver le sitemap qu'on a défini, puisque celui-là il est bien spécifique. Et si je rafraîchis ici, j'étais sur ressources. Vous voyez ici, je suis bien sur ressources, et puis je peux revenir à la home. Ça correspond rigoureusement au petit fichier XML qu'on a placé ensemble. Voilà, donc ça ne me plaît pas tel quel, donc je vais juste réimporter de quoi réhabiller un petit peu tout ça, et puis on va parler justement de personnalisation des habillages. Alors comment ça marche, cette personnalisation? La première chose, c'est pas vous, c'est un graphiste qui a pondu justement la page de gabarit qui est autour. Mais la deuxième chose qui pourrait vous intéresser, c'est d'aller physiquement travailler à l'intérieur de l'apparence. Et ça, c'est une nouveauté que vous apportez dans le studio ici, c'est la possibilité de créer des thèmes. Alors un thème, c'est quoi? C'est un ensemble de CSS, d'images et un fichier, un point skin, qui vous permet d'expliquer exactement comment on doit appliquer justement ces images et ces feuilles de style. Donc c'est pas très compliqué. Vous avez ici une liste de contrôles que vous désirez habiller, et puis ces contrôles, il vous suffit de préciser le mode d'habillage que vous désirez leur appliquer. Donc ce mode d'habillage, il peut contenir ici par exemple une classe de façon à référencer directement votre feuille de style. Ensuite, lorsque vous voudrez l'appliquer, c'est pas très compliqué, il suffira d'être sur n'importe quelle page, et vous aurez une propriété qui vous permettra de basculer. Alors c'est directement sur toutes les pages, et vous aurez ici une propriété thème qui va vous permettre de dire, voilà, je veux appliquer tel thème ou tel thème. On peut le faire comme ça, on peut le faire par code, dynamiquement. On peut très bien avoir pour chaque utilisateur un habillage différent du site. Donc voilà un petit peu ces petites fonctionnalités d'habillage et de personnalisation. Vous voyez que c'est assez vite fait. Merci Pierre. Donc là, on a vu l'implémentation travailler sur ce service de navigation. Sachez qu'évidemment, vous pouvez faire votre propre implémentation de ce service pour qu'il aille chercher votre arborescence de votre site web dans une base de données, par exemple, ou autre part. Deuxième service qu'on va vous montrer, c'est le service de gestion utilisateur. Un autre service qui est assez utilisé dans les applications web, j'ai besoin de gérer mes utilisateurs. Donc, il y avait un framework de sécurité qui était présent dans la version 1.0 et 1.1 du framework. Maintenant, on va un petit peu plus loin puisqu'on va jusqu'à gérer les utilisateurs. Alors, qui dit gérer les utilisateurs, dit peut-être
d'avoir encore une fois des contrôles de haut niveau qui vont directement pouvoir travailler sur ce service de gestion utilisateur. Typiquement, avant, on devait faire une page de login avec 2 zones de saisie, un bouton. Maintenant, il y a simplement un contrôle qui va faire ASP2.login qui va vous faire ce contrôle automatiquement. Encore une fois, ce contrôle, on peut le designer. Comme j'ai fait tout à l'heure dans la grille, je peux le passer en mode template pour le designer, on le verra dans la démonstration. Et il y a à peu près 8 ou 9 contrôles qui vont travailler sur ce service de gestion utilisateur. Qui dit gestion utilisateur, dit aussi peut-être un petit back-office pour gérer vos utilisateurs. Gérer les rôles, gérer la sécurité, renommer, désactiver un utilisateur, etc. etc. C'est aussi fourni. Et on va permettre de le faire par une interface en Windows Form riche. Ça sera un add-in en fait à ASP.NET, donc à l'administration IIS, où il y aura un petit site web, c'est celui qu'on va vous montrer, qui va permettre de gérer votre application et donc vos utilisateurs, et même d'autres options qu'on verra avec Pierre en démonstration tout de suite. Alors on a dit qu'on voulait avoir une interface un petit peu personnalisée, on voulait notre propre base de compte. Bon là aussi, je pourrais le faire par des menus directement, on va le voir un peu plus tard dans la démo. Pour l'instant, je vais le faire à l'ancienne. Je vais juste reprendre ici mon web.config et je vais dire je veux passer en authentification formulaire. Voilà qui est fait. Oups. Cette authentification formulaire, vous savez sur quoi elle repose. Il faut une page de login d'un côté, donc ça c'est pas très compliqué à créer, je vais juste l'ajouter ici. Et puis à côté de cette page de login, il faudra créer sa propre gestion d'utilisateur. Donc ça c'est toujours la partie qui est un petit peu longue et un petit peu rebutante. Donc on y va, je reprends la master page. On va voir qu'ici, ça va être pas mal simplifié parce que vous allez découvrir tout un ensemble de contrôles qui sont spécifiquement dédiés au login. Alors le premier contrôle, il est évident, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à faire, c'est juste le petit bout de code qui va vous permettre de travailler sur quelle est la personne. Donc voilà, avec un login, un password, je sauve ça, et puis tel quel il fonctionne. Alors il fonctionne, je peux vous montrer la page, on va juste avoir une petite surprise dans un instant, c'est que qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que cette page puisse faire quelque chose de correct? Tout bêtement, des utilisateurs. Je n'ai pas de base d'utilisateurs, j'ai dit que j'étais en mode formulaire, comment est-ce que je vais créer ma base? Vous voyez, c'est mon habillage qui s'est mis en route. Là aussi, je vais reposer sur le framework qui est fourni, et je vais créer dans mon site une petite page qui va s'occuper de permettre aux gens physiquement de s'enregistrer sur le site. Donc cette page, elle est pas très compliquée. Elle va simplement reprendre encore une fois un de mes contrôles standards. Donc ici vous voyez l'ensemble des contrôles. J'en ai un qui s'appelle Create User, c'est intéressant. Alors ça aussi c'est quelque chose qui fait très bien parce qu'on dit en général ça ne marche pas comme ça. Mon système d'inscription sur le site, il faut qu'il soit très personnalisable. Alors on a plutôt une bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il est très personnalisable. En fait il utilise un contrôle standard qui est fourni, qui est un contrôle de wizard. Et celui-là, c'est un wizard avec 2 étapes par défaut. Vous pouvez insérer les vôtres très facilement, modifier le contenu des étapes, etc., etc. Donc je vais commencer par filer sur la 2e étape, qui est ici, et je vais dire, dans cette 2e étape, je voudrais simplement modifier une propriété, qui est ce qui se passe quand on clique sur le bouton continuer. Oups. Alors cette étape-là, elle se fait de façon toute bête. Vous allez retrouver dans l'éditeur de propriétés de Visual Studio quelques propriétés associées au wizard, ici, et parmi ces propriétés, alors c'est organisé à chaque fois. Donc je vais retrouver tout là-haut, accessibilité, c'est pas ça qui m'intéresse, apparence, et dans comportement, continue destination, c'est là, et je vais dire, on va retourner sur la page default. Voilà qui est fait. Je vais revenir en disant que l'utilisateur, lui, doit voir en premier cette étape-là. Je vais éventuellement appliquer un habillage. Je pourrais également très simplement dire je veux personnaliser. Dans ce cas-là, on vous rend le contrôle sur le contenu de ce petit user control et ça vous permet de le franciser dans notre cas particulier et puis d'enlever ou d'ajouter des contrôles et des champs. Et bien on a fini. Le plus simple c'est d'aller voir à quoi ça ressemble maintenant. Donc, je reviens ici, je sauve ici l'intégralité de mes pages et je vais tenter mon inscription sur le site. Donc je tombe sur ma page de registre ici. Donc on y va, on va prendre un utilisateur très confidentiel, voilà, qui est fait. De quoi retrouver plus tard son mot de passe si jamais on oublie. Sur celui-là, il n'y a pas trop de risque. Création d'utilisateur. Et puis maintenant, je clique sur le bouton pour continuer. Je me délogue parce qu'il m'a automatiquement inscrit sur le site. Et je dis maintenant, je voudrais m'identifier physiquement sur le site. On y va. Et voilà qui est fait. Et la question,
Où est Toto? Oui, ou sur les utilisateurs. Parce que c'est quand même bien joli que vous faites magie, mais il y a quand même des choses importantes derrière. En général, vous avez vos bases utilisateurs et vous ne tenez pas à ce que les choses se passent de façon trop magique. Et en fait, ici, si je rafraîchis, il y a un nouveau répertoire qui est apparu qui contient une petite base de format Access. Alors ça aussi, hein, c'est pas forcément ce que vous faisiez sur l'ensemble de vos applis web. Bah, rassurez-vous, ça fait partie de ton configuration. Donc ce coup-ci, je ne vais pas aller modifier ça à la main dans web.config. Hein. Je vais demander à aller accéder directement aux outils d'administration. Donc les outils d'administration, là aussi, vous voyez un deuxième petit serveur web qui se lance ici. C'est un serveur web qui va vous permettre d'accéder à toutes les options de configuration qui sont habituellement dans web.config. Et là-dedans, on va pouvoir définir notamment les fournisseurs d'informations essentielles du site. Donc, les informations essentielles dont on me concerne juste maintenant, c'est d'une part la base des utilisateurs et d'autre part éventuellement la base des rôles, tout ce qui est authentification, autorisation, mais groupe utilisateurs, ils ne sont pas nécessairement dans la même base que les utilisateurs eux-mêmes. Donc là, vous voyez les différents onglets qui représentent les différents éléments. Dans sécurité, je vais voir apparaître une gestion complète de mes utilisateurs, dans laquelle on pourra retrouver, j'ai un utilisateur pour l'instant, je pourrais demander à le voir, il apparaîtrait, je pourrais le manipuler, changer son profil, créer de nouveaux secteurs, etc., etc. Ce que je vais vous montrer surtout qui sera peut-être plus intéressant, c'est comment on fait pour aller dire je ne veux pas travailler avec de l'Access, je veux travailler avec ma base de données. Donc c'est ici, dans la zone des fournisseurs de services, et vous allez dire que vous voulez faire des choses très finement, et on va vous proposer dans ce cas-là deux informations différentes. Où comptez-vous stocker vos utilisateurs? Donc il y a deux fournisseurs par défaut, un pour SQL Server, un pour Access. Et où comptez-vous chercher les rôles qui représentent le groupe auquel appartient l'utilisateur? Et là, vous avez trois fournisseurs par défaut, Access, SQL Server, et puis bien sûr Active Directory. Donc voilà un petit peu qui va nous permettre de travailler très finement en fait et très rapidement parce qu'on va savoir recabler votre existant, recabler vos structures d'authentification, d'autorisation, de gestion de groupe sur ce site de façon extrêmement simple. Voilà, donc, de petits compléments, hein. Je ne vais pas vous montrer l'intégralité de ces options. Vous pouvez prendre le site et le mettre offline temporairement parce que vous avez des modifications à faire dessus. C'est ici. Vous pouvez ici travailler sur toutes les autres configurations, par exemple les fichiers de configuration qui disent où est la base de données, etc., comment envoyer du mail, comment gérer les erreurs. Tout ce que vous avez dans web.config se retrouve dans ces petits sites. Voilà rapidement comment ça fonctionne. Non, ça ne pas. Oh, c'est vrai. Ça a failli. Donc ça, c'est le premier aspect, ça gère juste qui est la personne, à quel groupe elle appartient, et grâce à ça, je pourrais naturellement fermer des morceaux du site, dire où je veux aller, etc. Il y a d'autres infos en général dans la personnalisation. Il y a tout ce qu'on appelle le profil de l'utilisateur. Alors le profil de l'utilisateur, là aussi j'ai de bonnes nouvelles, c'est quelque chose qui est extrêmement simple à manipuler. Il suffit dans le fichier de config de définir les informations de profil qu'on veut manipuler, et automatiquement, vous allez récupérer des classes qui savent manipuler ces informations de profil. Donc ce n'est pas la peine d'écrire ce code vous-même. La partie stockage et la partie manipulation ensuite sont directement intégrées. Il suffit d'aller le déclarer directement dans votre fichier de configuration. Donc ça, c'est un premier élément. On peut faire d'autres choses avec ça. Maintenant qu'on a un système qui sait gérer qui est la personne, à quel groupe elle appartient, quel est son profil, on peut stocker des informations très facilement sur un utilisateur. Et ça va nous amener à créer très facilement des pages très personnalisables. Alors vous connaissez peut-être SharePoint, qui est un système qui permet d'avoir des petits portails dans lesquels chaque utilisateur peut définir le contenu des pages qui lui sont propres. Et bien on a maintenant la même chose dans Visual Studio, dans ASP2, directement à partir du user control. Donc on a tout un petit framework, un ensemble de contrôles qui viennent encadrer ce mode de fonctionnement, qui vont vous permettre de dire je veux créer des user control à tel endroit, et c'est pas moi qui vais choisir de les mettre ou pas les mettre dans la page, c'est pas moi qui vais choisir leur paramétrage, ça sera directement l'utilisateur, on lui donnera le moyen de passer en mode design si j'ose dire, mais tout de suite avec son site à lui. On va regarder ça tout avec Pierre. Voilà, donc l'idée c'est de faire un site portail, et quel est je dirais aujourd'hui dans l'existant, dans la version 1.1 ou 1.0 du framework, quel est le découpage qu'on fait quand on veut faire une application web découpée en petits modules? On va faire ce qu'on appelle des contrôles utilisateurs ou des user controls. Donc là, j'en ai importé quelques-uns dans notre application qu'on a fait ensemble. En l'occurrence, j'en ai importé 3. Donc le premier, je vais vous montrer rapidement, c'est pour afficher des news. Donc c'est très simple. C'est quoi un contrôle utilisateur? C'est une portion d'une page qui n'est pas autonome. Elle a besoin d'être inclue dans une page pour pouvoir fonctionner. Quel est le mécanisme qu'on a aujourd'hui pour inclure un contrôle utilisateur dans une page? Eh bien, c'est une drag and drop. C'est-à-dire que je prends une page, n'importe laquelle, je prends ma WebSpark, mon contrôle utilisateur,
Je vais faire un drag and drop et aussi nouveauté du Visual Studio 2005 puisque j'ai une preview de ce contrôle utilisateur au sein de ma page. D'accord, je ne peux pas le modifier. Par contre, j'ai une preview donc je sais ce qui va rendre dans ma page web. Maintenant, l'idée c'est de pouvoir faire un portail, donc utiliser ces contrôles de webpath dans une page qui sera plus ou moins générique. Et de quoi on a besoin quand on parle de portail? On a besoin en réalité de trois choses. Alors, la première, donc c'est une page qui a déjà été faite. Hop, je vais récupérer si j'arrive à le pousser. Voilà. Très bien. On a besoin de trois choses. J'ai besoin des endroits pour positionner mes contrôles utilisateurs, d'accord, mes webparts. Ça va s'appeler des webpart zones. Deuxième chose, j'ai besoin de donner à l'utilisateur une sorte de catalogue de webparts pour pouvoir les ajouter celles qu'il veut. L'idée c'est que je vais en faire une cinquantaine et chaque utilisateur pourra mettre celle qu'il veut au sein de son portail. Et le troisième élément qui est nécessaire, c'est un manager qui va me permettre de passer justement en mode design ou en mode de vision de mon portail. Donc voilà la deuxième ligne de code à taper. Elle est derrière le bouton et je vais demander à l'utilisateur, quand l'utilisateur clique sur ce bouton, de passer en mode design. Donc là, je vais aller chercher mon webpart manager, c'est display mode est égal à webpart manager.catalogue display mode. Donc je vais changer le mode d'affichage de ce portail. Je vais simplement sauvegarder et ici je vais aller chercher ma page de webpart. Ça s'affiche, donc je vois apparaître ma page de webpart, j'ai les news, j'ai la météo en haut et l'annonce en bas. Je vois que je suis logué, d'accord, ça veut dire que j'ai potentiellement un profil. Je vais passer en mode design. À ce moment-là, je vois apparaître ces webpart zones et je vais pouvoir prendre une webpart et la déplacer pour la mettre au-dessus. Et donc je peux comme ça designer toute ma page. De la même manière, je vais pouvoir prendre la météo et dire non, ça ne m'intéresse pas, je vais la fermer, et à ce moment-là, elle apparaît dans ce catalogue zone. Et je vais dire, je vais prendre la météo et je vais l'insérer dans la webpart zone 1, et à ce moment-là, hop, elle apparaît en haut de la webpart zone 1, et évidemment, je peux la déplacer d'une webpart zone à une autre webpart zone. Ça, c'est des informations qui vont être propres à l'utilisateur, et ce service de gestion de webpart va pouvoir travailler avec cette notion de personnalisation, cette notion de gestion utilisateur. Je me délogue. À ce moment-là, je reviens sur ma page avec la météo en haut, parce que le développeur avait défini cette page avec la météo en haut. Si je me relogue évidemment avec Toto, les informations ont été stockées au sein de l'utilisateur par le mécanisme de personnalisation, et donc la boucle est en haut. Et donc j'ai cette notion de portail et de personnalisation qui est entièrement développée dans le framework, et j'ai rien besoin de faire pour pouvoir faire une page qui ressemble tout à fait à une page de portail. Alors n'oubliez pas, on peut les rendre paramétrables, on peut les brancher les unes sur les autres, enfin on a beaucoup plus de finesse que simplement utiliser comme afficheur quelque chose de relativement sophistiqué. Une autre chose qu'on va vous montrer, c'est la partie internationalisation. Aujourd'hui, quand on fait un site web et qu'on vous demande, après que le site web soit mis en ligne, et maintenant je le veux en anglais, chose compliquée à faire. D'accord? Pourquoi? Parce que ce n'est pas prévu, j'ai pas de label, j'ai une tech qui est en dur, très compliqué d'extraire en fait tout ce qui est traductible au sein d'une page web. Nouveauté, Visual Studio va vous permettre de faire ce mécanisme pour vous et va automatiquement savoir extraire tout ce qui est traductible d'une page et le mettre dans un fichier de ressources automatiquement. Le mieux, c'est une belle démonstration. Oui, Pierre, ça va être bien. tu me prends une page et tu me la traduis. Alors, ça fonctionne de façon très simple. En fait, tous les contrôles qui sont présents dans la SP2 ont des propriétés spécifiques, donc ceux qui sont localisables. Et lorsque vous allez sur une page, je vais prendre la page par défaut ici, vous avez simplement là-haut la possibilité de dire « j'aimerais que tu fasses l'extraction de toutes les données que je voudrais traduire facilement par la suite ». Quand vous faites ça, on va générer automatiquement un petit fichier XML. Alors, ce n'est pas exactement un fichier XML, c'est un fichier de ressources. Donc, c'est vraiment le format classique et standard en .NET. Et ce fichier qui est ici contient justement tous les éléments qui pourraient m'intéresser. Vous voyez qu'il y en a pas mal ici qui apparaissent. J'ai ici un bouton par exemple. Et si jamais j'ai envie de créer maintenant la version française de cette page, eh bien, je vais faire tout simplement ici un petit copier-coller. Je vais prendre mon ancien fichier et je vais le renommer ici. Et je vais dire, c'est la version, non, ici, default.spx, ça ne change pas, mais c'est la version française associée. Une fois que vous avez fait ça, vous récupérez une copie, tout à fait naturellement. Vous n'avez plus qu'à aller retoucher ici les éléments que vous voulez manipuler.
Et puis, grâce à ça, on va les voir automatiquement apparaître. Alors, comment le lien est fait, justement, entre toutes les ressources et chaque contrôle? Alors, il y a deux choses là-dessus qui sont intéressantes à connaître. La première, c'est que automatiquement, le navigateur en face présente sa langue lorsqu'il arrive sur le serveur, et maintenant ASP2 est capable de reconnaître cette langue et du coup de choisir le bon fichier de ressources. Et puis ensuite, à l'intérieur de la page, donc ici, si je reprends ma page default, il faudra que je passe en source pour qu'on le voit. Je vais faire quelque chose, ce sera beaucoup plus facile à venir. Je vais sélectionner mon bouton avant de le faire. Et me voilà ici sur le bouton que j'ai envie de manipuler. Et là-dedans, il y a une petite nouveauté à la fin. Un petit tag méta qui est là, qui indique qu'il faut s'intéresser pour l'affichage à quelque chose qui est dans le fichier de ressources et qui s'appelle button ressource 1. Donc ça, c'est littéralement une façon extrêmement simple de créer un appli multilingue. Vous pouvez également, je ne vais pas faire la démo complète, mais vous avez un nouveau petit contrôle qui est caché tout en bas, qui s'appelle ici un ASP2.localize. Voilà, enfin, c'est un contrôle de localisation. Et lui, il est capable de prendre des chaînes qui sont globales à toute l'application. Vous avez un autre répertoire spécifique qui s'appelle APP Global Resources, et dans lequel vous stockez toutes les chaînes qui sont communes à toutes les pages. Donc un endroit pour chaque page, un endroit global, et puis l'automatisation de la récupération de la bonne version du fichier en fonction de la langue du navigateur. Super. Alors, on a vu, Pierre a réussi à ne jamais fermer Internet Explorer, donc on n'a jamais recompilé son projet, d'accord, dans Visual Studio, on a simplement sauvegardé, et à chaque fois, en redemandant la page, la compilation automatique a été lancée. Alors, évidemment, c'est pas magique. Avant, c'était tout à fait possible de le faire si on mettait tout notre code au sein de la page HTML, mais maintenant, pourtant, on a travaillé en code BI. Alors, pourquoi ça fonctionne aussi bien? On utilise des classes partielles, en fait, quand on travaille en code BI, et on non plus en héritage. On l'a vu ce matin, classe partielle, c'est pouvoir définir une même classe dans deux fichiers séparés. Premier fichier, c'est la partie HTML. Deuxième fichier, c'est le fichier avec le code source. Alors, il y a des choses qui ne sont pas magiques. À un moment, j'ai importé du code où dedans j'avais des classes d'accès à des bases de données. Là, ce n'était pas des classes qui étaient liées à des pages. Donc, comment il a pu recompiler ces classes qui ne sont pas, encore une fois, liées à une page web? Et bien parce que je les ai mis dans un répertoire particulier qui s'appelle app_code. Toute classe, tout fichier CS qui sera dans ce répertoire app_code va être automatiquement compilé. Évidemment, ce répertoire, vous pouvez en créer une arborescence, et évidemment, vous pouvez le renommer dans un fichier de configuration, dire qu'il ne va pas s'appeler app_code, mais un autre nom, il n'y a pas de souci, on peut le renommer. Idem pour les ressources vont être compilées. Sauf que les ressources, ce n'est pas des classes, c'est des points res. Comment ça fonctionne? Et bien en fait, on va pouvoir définir, pour chaque extension de fichier, des providers de compilation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je rajoute une référence à un service web, par exemple, je vais créer un fichier .wsdl, et qu'est-ce que va me créer l'autocompilation du WSDL? Et bien la fameuse classe proxy pour travailler sur mon fichier WSDL. À vous, c'est possible de créer des nouvelles extensions, des nouveaux providers de compilation, et générer comme ça des compilateurs à la volée quand vous allez faire des applications web. Sachez que c'est extensible, cette partie autocompilation. On peut aller encore plus loin. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'on modifie notre site web, notre premier accès était lent. C'est vrai aujourd'hui en version 2.0. Sachez que maintenant, il existe un outil, donc en ligne de commande ou dans Visual Studio, on va montrer la version dans Visual Studio, qui permet de précompiler votre site. Et qui va même très loin, puisqu'il va précompiler tout votre site. Et c'est quoi tout notre site? Pierre, on vous explique ça. C'est pas bien méchant, hein. Vous allez revenir ici dans votre application et vous avez la possibilité de publier votre site. Lors de la publication, on va vous demander naturellement où vous désirez publier. Bon, là, je vais ici choisir par exemple de le mettre sur mon serveur IIS réel. Jusqu'ici, j'ai travaillé sur un petit serveur interne, mais là, je voudrais le manipuler comme ça. Donc, ça va être ici. Il va peut-être falloir. Ouais, on va créer un petit site autour de ça. Le website, ça fera l'affaire. Voilà pour ça. Et puis ici, il y a cette petite case à cocher ici. Est-ce que vous voulez autoriser la modification du site une fois qu'il sera publié? Je vais dire non, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux que le site soit complètement figé une fois qu'il aura été publié. Je ne veux pas qu'on puisse se retoucher. Donc, vous pourriez être par exemple un éditeur, et je ne veux pas qu'on puisse prendre la main sur votre site. Vous pourriez simplement vouloir empêcher des gens d'aller retoucher, limiter le risque de sécurité parce que quelqu'un pourra acheter des choses, etc., etc. Et on va aller jeter un œil justement dans l'appui du bébé rouge. Donc ça s'appelait website, si ma mémoire est bonne. Donc le voilà, on le site. Il a la même structure à peu près que ce que j'avais tout à l'heure. La petite nuance, c'est que si je prends un des fichiers, ici par exemple default 2, il est vide. Il est vide, en fait tout le contenu, tout le code source, tous les CSS, tout ce que vous avez pu faire a été embarqué physiquement
dans des binaires. Donc vous avez comme ça complètement simplifié à la fois le déploiement, la sécurité, et puis effectivement optimiser la vitesse de lancement de l'application, parce que tout a été fait au moment du déploiement et pas au moment du premier appel sur la page. Voilà. Alors, on va peut-être faire des choses d'ailleurs en termes de déploiement. Tu as des choses à nous raconter là-dessus? Exact. Une petite pub d'ailleurs, au plein milieu de la présentation. Il faut savoir que c'est une petite annonce vraiment première. Il y a un partenaire ASP Server qui se trouve sur les stands dans le staff partenaire qui va proposer à la sortie de la bêta 2, donc très très bientôt, de l'hébergement gratuit en version bêta 2. Donc là, une petite nouveauté, enfin une petite chose intéressante. Si vous voulez développer avec la bêta 2 et le déployer sur des serveurs, sachez que ASP Server offre pendant toute la partie de la bêta 2 un déploiement gratuit, un hébergement gratuit. Bon, bah écoutez, on va prendre des petits compléments maintenant très rapides. Alors, c'est des petites demandes qui étaient régulièrement faites par les développeurs et qui ont été donc embarquées dans le framework. La première, elle est toute simple, c'est la possibilité de basculer automatiquement d'une page à une autre. C'est donc lorsque vous cliquez sur un bouton, vous voulez changer de page, vous voulez rester toujours sur la même. Ça se fait de façon extrêmement simple. Vous pouvez prendre n'importe quel contrôle et préciser sa postback URL, pour dire à partir de maintenant tu renvoies sur une nouvelle page et pas sur la page courante. Et dans la nouvelle page, vous avez la possibilité de manipuler la page précédente, donc la page d'où vous venez. Puis pour savoir si vous venez d'une page ou bien si vous êtes là parce que vous êtes en postback classique, c'est tout à fait facile à manipuler. Comment est-ce que vous allez ensuite manipuler ça? Vous voyez ici l'exemple, hein. J'ai défini ma postback URL, donc je filerai sur la page 2 dès qu'on manipulera ce bouton-là. Et lorsqu'il faudra ensuite, dans la page 2, manipuler le contenu de la page 1, eh ben, je pourrais, ici, le travailler directement en disant c'est même le bon nom de contrôle, donc retrouver exactement la structure de la page qui est venue jusqu'à moi, et ça c'est grâce à une petite déclaration supplémentaire qui est facultative et qui vous permet de retrouver l'IntelliSense sur la page d'où vous venez. Deuxième élément, alors celui-là il est moins innocent, vous avez eu pas mal de choses, typiquement Google a commencé à en faire quelques-uns, sur le site de la RATP vous en avez, où il y a des choses extrêmement dynamiques sur le poste client, c'est-à-dire que sans retourner jusqu'au serveur, on fait des requêtes, on récupère des informations, on enrichit des listbox, etc., etc. Donc cette technique, elle existe depuis assez longtemps, elle est en fait embarquée dans les navigateurs depuis l'IE 5, elle est embarquée dans les navigateurs Mozilla Firefox depuis les versions 6 à peu près, et bien vous allez pouvoir en bénéficier directement dans ASP.NET, alors pas en passant des jours et des semaines à le développer. Hein. Il y a un petit framework qui vous permet de tirer directement profit de ces fonctionnalités. Donc on va vous montrer ça très rapidement. Il y a un petit article de Pierre d'ailleurs qui explique ça, que vous pouvez consulter directement sur le web, sur Tacket Broadcast. Alors, démonstration. J'ai envie de faire une démonstration donc, sur ça s'appelle le client callback, et je me suis dit, quel est le composant aujourd'hui qu'on utilise souvent peut-être dans vos applications qui va pouvoir bénéficier le mieux de ce client callback? C'est le Triview. Et sachez que le Triview du framework utilise ce mécanisme de client callback. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand l'utilisateur va cliquer sur plus pour ouvrir son Triview, en réalité, à chaque fois, il va y avoir un aller-retour serveur qui va être fait pour aller chercher les éléments en dessous du Triview, d'accord? Sans que l'utilisateur le voie. C'est-à-dire que l'aller-retour serveur sera fait en JavaScript en interne et non visible par l'utilisateur. Comment faire ça? J'ai fait une page que j'ai appelée Triview Callback. J'ai positionné un Triview à l'intérieur. Et ce que j'ai positionné quand j'ai créé ici, quand je crée des nœuds dans le Triview, donc là j'ai créé des nœuds de façon statique, sauf que je lui ai dit que la population des nœuds doit être faite à la demande. Ça veut dire que quand il va renvoyer le Triview au client, il n'aura pas l'intégralité du Triview, il va pouvoir l'enrichir à chaque clic sur le plus du Triview. Démonstration, je vais aller sur cette page. Et ici, donc, je vois Triview, je clique sur plus. Regardez bien en bas, il n'y a pas d'aller-retour serveur qui est fait. J'ai cliqué sur le premier nœud. Pas d'aller-retour serveur, ça peut. Vous me dire, comment vous pouvez prouver qu'il n'y a pas d'aller-retour serveur? Je vais couper mon serveur web. Alors, je vais couper les deux, il y a l'admin et il y a le vrai serveur web. Et je vais cliquer sur le deuxième nœud. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un aller-retour serveur qui est fait par le JavaScript. Erreur, évidemment, le serveur ne répond pas. Donc, j'ai réellement une erreur. Démonstration, c'est le faire dans un autre navigateur. Donc, je vais fermer ce navigateur, je vais relancer ma page. Cette fois-ci, je repasse par la compilation pour qu'il me réouvre mon petit serveur Cassini. Et je vais ouvrir un autre navigateur, vous vous doutez duquel. J'attends de récupérer l'URL de ma page, qui va arriver. Voilà, hop, je la prends et je vais aller dans Firefox, et pour montrer que cette fonctionnalité XML HTTP, c'est quelque chose du W3C, c'est pas propre à Internet Explorer.
Je vais donc ouvrir le nœud. Alors, je vais vous montrer que je n'ai pas fait l'effet démo. Je vais ouvrir le deuxième nœud, celui qui plantait tout à l'heure. D'accord? Là, il s'ouvre, toujours pas d'alerte au serveur, c'est normal. Je vais fermer mon serveur web, je vais ouvrir le premier nœud, il n'y arrivera pas. Et sachez que ce mécanisme, l'implémentation du TreeView, va gérer le cache. Des nœuds que vous aurez déjà ouverts ne va pas rappeler le serveur et va le garder en cache. C'est une très belle démonstration et implémentation de ce client callback, et sachez que vous pouvez utiliser ce client callback dans vos propres formulaires pour justement éviter cette alerte au serveur visible par l'utilisateur. Oui, en gros, vous avez deux fonctions à écrire. Une sur le serveur qui va s'exécuter, qui est physiquement dans la page, c'est un événement particulier de la page, et donc qui va recevoir la requête, mais sans qu'on rafraîchisse la page. Et une côté client qui va récupérer ce qui a été généré par le serveur et qui va décider ce qu'on doit en faire une fois qu'on a la page client. Ça se fait en un quart d'heure. François, que fais-tu à côté de moi? Ce que tu fais? Ouais, le son est mieux. J'ai écouté tout ce que tu as raconté, c'est super intéressant. Je t'avais posé 2-3 questions avant de commencer. Je voulais savoir si tu testais ton code, si... je compile. Tu compiles. Donc quand tu compiles, c'est que tu as testé? Ouais. Ouais, ça se compile tout seul. C'est un conduit, oui. C'est une première question. Et puis, du web c'est bien. Je sais qu'on est aussi très attaché à la montée en charge. Donc, est-ce que tu peux supporter un nombre d'utilisateurs et comment est-ce que tu le sais? Ma deuxième slide, il disait que la version 2 était plus rapide. D'accord. Bon. Ça ne suffit pas. Tu changes d'écran, c'est bon, j'ai déjà mis ça dans les 3 trucs, c'est bon. Alors, je vais te montrer toujours, je reviens dans mon team system et je vais m'intéresser à la partie test. Donc en fait, il y a un menu test assez étoffé, je vais te montrer 2-3 choses. Donc je vais créer un nouveau projet et un projet générique ici de type test. Donc il va créer un environnement dans lequel je pourrais insérer plusieurs tests. Alors on voit ici, il y a des tests unitaires, j'en parle pas, dit qu'on reparlera cet après-midi. Le test manuel en fait qui est une procédure, un document qu'on remplit pour gérer un certain nombre de tests. Moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est d'ajouter un test. Alors, tu vois qu'on a ici un certain nombre de tests. On va aller au-delà de la compilation. Je vais commencer par un test web. Alors, ce qu'on appelle un test web, c'est simplement, je vais offrir la possibilité de me connecter à ton site, d'enregistrer un scénario, de le conserver et de le rejouer régulièrement au fur et à mesure où le projet va se développer pour être sûr que les modifications que tu apportes, en fait, ça ne vient pas perturber le bon déroulement fonctionnel du site. Voilà, donc j'aurais besoin de l'URL de ton site, si tu veux bien Je sais plus. Tu veux pas? Ça se monnaie l'URL de site. Mais tu oublies, je sais toujours tout. Et voilà. D'accord. Je retrouve donc l'application que tu as développée. Alors mon test, on va le faire. On va illustrer, je vais faire quelque chose de relativement simple. Je vais éditer cette partie-là. On va mettre un Y, pourquoi pas, update, je pourrais envisager un scénario beaucoup plus complexe, ça me suffit, donc tu vois, je fais stop. Ce qui s'est passé ici, c'est que j'ai enregistré en fait un certain nombre d'URL et que je vais avoir la possibilité de les rejouer. Alors après, derrière tout ça, on peut imaginer, il y a un scénario, insérer des requêtes, des paramètres get, post, tu peux faire... D'accord, mais bon, c'est pas top. Non, c'est déjà ça. J'ai aussi la possibilité, regarde, de générer du code qui va exécuter ton test. Mon test, mais ça c'est du code généré. D'accord, et tu as testé le code qui teste mon code? Regarde. Ce code a été généré par un outil, c'est pas du code de bourrin, ça a été bien programmé. Tu as bien écouté ma session, j'ai écrit 2 lignes de code. 2 lignes. Tu es en train de dire que je pourrais, moi, programmer tout ce que tu as fait? Presque. D'accord. Par contre, si une petite question, c'est... À quoi sert-tu alors finalement? Bon. Vas-y, test. Alors, je continue. Je sauvegarde ça. Mon test est là, je vais l'exécuter. Donc, ce qui se passe ici, en fait, je vais préparer un environnement d'exécution du test. Il y a une petite fenêtre qui va apparaître. Ok, donc tu vois, il y a 3 URL. Et là, je rejoue mon scénario. Donc, on voit les pages, ça s'affiche très très vite. Pour chacune des requêtes, tu peux avoir quelle était la requête, quelle était la réponse, des détails. Enfin, tu peux collecter beaucoup d'informations. Tu peux d'ailleurs changer le type de navigateur, changer les caractéristiques réseau. Donc voilà, ça c'est une chose, je peux l'enregistrer et après j'ai des plans de test où je peux m'assurer à chaque bit que je vais rejouer ça, avoir le résultat
et envoyer ça par exemple, et c'est là où ça devient intéressant, dans un work item que moi je recevrai, et je saurai que telle build, telle version, finalement le test fonctionnel sur ton site est bien passé. D'accord ? Je t'ai parlé aussi de montée en charge, donc je vais rajouter un nouveau test à ce projet qui est un test de montée en charge. Alors là, j'ai un assistant qui apparaît, il y a plusieurs scénarios, je pourrais avoir plusieurs scénarios de montée en charge, hein. Un site complexe, on peut gérer plusieurs cas de figure. Je vais simuler ici, on va dire, 10 utilisateurs, mais je pourrais avoir un mécanisme où tu vois, je vais dire je pars de 1, je vais arriver à 200 et toutes les 10 secondes j'en rajoute 10 pour simuler en fait une montée en charge de mon site. Je continue comme ça. Pour faire ce test de montée en charge, je vais les sélectionner. Eh bien, un des tests, que j'en avais créé qu'un, qui était le test. Alors je prends la version qui n'est pas compilée, la version normale. Voilà, je pourrais tu vois, enchaîner plusieurs en fait, tests fonctionnels. Comment je veux distribuer mes requêtes de façon tout à fait linéaire classique. Je peux simuler plusieurs types de navigateurs. On va prendre un Internet Explorer 6 et je vais ajouter, alors les boutons sont cachés parce qu'on a agrandi les polices exprès. Je vais prendre un Netscape, donc ça me permet de simuler plusieurs types de navigateurs. 50-50 ? Attends, je vais mettre quelque chose peut-être plus proche de la réalité. J'ai peut-être un peu exagéré. Voilà. Mettons qu'on en soit là et on va verrouiller. Ça me paraît une situation proche de la réalité, disons. Qu'est-ce que j'ai vu là ? Une Netscape 6, c'est bien ça. Même chose pour le réseau, je pourrais rajouter ici du réseau, dire qu'il y a 20% des clients qui viennent en modem, pour avoir quelque chose qui soit vraiment proche de la réalité. La possibilité de me connecter sur plusieurs machines, d'aller voir la machine serveur web, d'aller voir la machine base de données, et de collecter plusieurs compteurs. Tous les compteurs en fait de performance sont disponibles. Ok, je vais simuler, je vais lancer mon test. Donc là il le valide. Alors tu vois, j'ai la possibilité, ça c'est en fait une vision je dirais, arborescente de mon test, c'est des fichiers en fait XML qui contiennent tout ça, puis je peux revenir, dire oh, finalement je veux modifier ce paramètre, et après la seule chose qui me reste à faire en fait, c'est lancer le test. Donc là, le moteur se met en marche, on va avoir un certain nombre d'informations, donc il y a quelques compteurs par défaut qui sont sélectionnés ici, donc on va laisser démarrer. Donc en fait, il est en train de pulser, de simuler en fait 10 clients, et d'émettre un nombre de requêtes voilà, qui vont permettre de dire, après je vais analyser, on va attendre que les informations apparaissent, de me dire, bon, je suis capable de supporter tant de requêtes à la seconde sur telle partie. Alors après, tes scénarios, tu les fais dans le sens où, en 60 secondes, combien je fais de requêtes, ou je décide que je veux recevoir 1000 requêtes, combien de temps il faut faire ça. L'intérêt de ce type de test, c'est un, les laisser tourner, et deux, de les rejouer régulièrement en cours de développement pour savoir si, en fonction d'un changement de pilote d'accès aux données, tu es plus performant ou moins performant. Donc en fait ici, après, il y a des tas de... On peut changer de machine, on peut aller voir tous les compteurs d'erreurs disponibles, on peut... D'accord ? Ces deux types de tests, on reviendra cet après-midi avec les tests unitaires, d'autres... Voilà, c'est mieux que la compilation. Effectivement. En tout cas, ça me convient. Merci pour ça. C'est en effet un peu mieux que la compilation comme test. Merci les Pierre. Fin de cette session, directement on enchaîne, session Smart Client. Alors là par contre on a un problème, parce qu'on n'a pas deux Mitsu, donc si jamais dans la salle il y a un Mitsu qui veut faire un speech avec nous, il est bienvenu pour l'année prochaine. À vous de jouer.